Honorable Arsène Mouaka, bonjour. Bonjour. Vous êtes député national, président du Parti démocratie chrétienne fédéraliste Enoch Nyamwisi Mouvingi. La loi électorale a été adoptée dans les deux chambres du Parlement en des termes différents et sur des membres du président de la République, une session extraordinaire aura lieu le 2 janvier 2018. Quelles seront les matières qui seront traitées au cours de cette session extraordinaire? Oui, je pense d'abord que ça ne sera pas la loi électorale, puisqu'il y a eu un passage en force. La majorité présidentielle au niveau de l'Assemblée nationale a voulu user de la force, parfois contre la volonté des acteurs de cette même majorité, à pouvoir renforcer des conditions qui vont permettre à ce qu'eux soient en mesure de survivre par une tricherie de la loi. Et donc, il ne s'agit pas ici d'une tricherie d'allure. Nous sommes à la première étape de la tricherie, qui est une tricherie par la loi. Et cette loi a été votée. Elle consacre la mort d'une multitude de partis politiques. Elle consacre la fin de la carrière de beaucoup d'acteurs politiques. Nombreux ne le voient pas encore, mais je pense que c'est très bientôt. Et cela tant dans la majorité que dans l'opposition, puisque les vrais acteurs de cette majorité savent quel compte ils veulent éliminer à quel acteur politique, tant de l'opposition que de la majorité. Malheureusement, nos collègues de la majorité, principalement les députés et quelques sénateurs, n'aperçoivent pas cette difficulté. Et il serait inacceptable que l'espace de démocratie qui a été chèrement acquis sous le régime Mobutu soit ainsi rétréci volontairement par une loi. Et peu comme on l'avait connu à l'époque de Mobutu, où Mobutu a annoncé le multipartisme le matin et le soir, Mobutu est allé restreindre le multipartisme en disant que bon, voilà, ce multipartisme sera un multipartisme à trois. Il y aura un père avec deux petits frères, un petit frère qui était le FCN de Feu Kamanda Wakamanda, paix à son âme, et il y aurait probablement un autre petit frère qui serait peut-être l'UDPS ou tout autre parti de son choix. Et donc, cette manie de procéder pour tuer notre démocratie a toujours été inacceptable. Le peuple n'a jamais accepté des choses comme ça. Il est de notre responsabilité comme leader politique de communiquer suffisamment pour que la population soit informée que ce qui est en train d'être fait, c'est l'assassinat de la démocratie. Ça n'a rien à voir seulement avec l'assassinat des acteurs politiques, mais c'est la démocratie elle-même qui est en train d'être vidée de son contenu par des lois d'une majorité inconsciente. Parce que, soi-disant en passant, que j'ai été saisi par pas mal de collègues, parce que je suis membre de la commission PAJ, et qui voulaient que moi, comme opposant, je puisse porter leurs soucis lors du débat. Et grand a été mon étonnement, de voir ces mêmes collègues voter pour cette loi dans la forme contre laquelle ils combattent. Et donc, c'est insolite. Ça ressemble à quelqu'un qui prend du poison et qui vous supplie, alors qu'il est en train de prendre le poison à toute connaissance, il vous supplie de le venir en aide pour pouvoir l'empêcher de prendre le poison qu'il est en train pourtant de prendre. Et donc, voilà l'image de mes collègues de la majorité qui, pour un petit rien ou... oui, mais on parle qu'ils ont été soudoyés. Bon, parce que jusque le 15, jusqu'à 23h, la loi était encore en débat dans la commission paritaire Sénat, Assemblée nationale. Mais comment cette loi est passée? Est-ce qu'on a aplani les divergences ou sur base d'un article du règlement intérieur, je ne sais pas moi? Oui, je commencerai d'abord par une chose. Moi, je ne saurais pas ici affirmer que les gens ont été corrompus, mais nous observons le comportement. Nous observons les mouvements. Et donc, je n'affirme pas, mais je sais que nos amis n'étaient pas libres. Ils n'étaient pas libres. J'ai vu des amis avec qui j'ai discuté
10-15 minutes après, alors qu'ils étaient contre, voter pour. Je ne pense pas que cela soit gratuit. Je ne pense pas. Il doit y avoir eu des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette loi? Ce qui se passe, c'est qu'on a discuté de beaucoup d'articles. Je voudrais dire ici à beaucoup d'amis qui me suivent que dans le Parlement, l'opposition a fait des victoires. Nous avons fait quelques victoires dans la commission PAJ, j'en suis membre. La loi prévoyait par exemple qu'on ne puisse pas battre campagne au-delà d'une certaine heure. Nous avons enlevé cet article et nous avons gagné. La loi prévoyait par exemple que pour battre campagne, il faut demander une autorisation 48 heures avant dans chacune des entités où vous allez faire une sortie. Nous avons réussi à faire supprimer cet article. La loi prévoyait que l'on ne pouvait pas être candidat si l'on ne prouvait pas qu'on a été membre des partis ou qu'on a démissionné de notre parti 3 mois avant. Nous avons supprimé cet article. Nous avons supprimé beaucoup de choses qui venaient restreindre la liberté des citoyens qui devraient être candidats. Eh bien, on s'est achoppé à 3 éléments. Le premier élément, c'était les fameux seuils, c'est-à-dire un nombre de voix qu'il faut obtenir pour pouvoir obtenir la capacité d'attribuer des sièges et des élus. Et cette capacité est tellement aléatoire qu'on ne saurait pas dire c'est 10 000 voix, c'est 20 000. C'est la CENI qui devrait communiquer pour dire, pour être en mesure de donner des sièges dans cette circonscription, il va falloir que le parti ait atteint un seuil d'autant de voix. Par exemple, ça peut être 350 000 voix, ça peut être 400 000 voix. Il faut qu'un parti ait atteint 400 000 voix sur l'étendue du territoire. Des gens qui ont échoué, des gens qui ont réussi. On totalise le tout, des gens qui se sont exprimés en faveur du parti. Eh bien, ce n'est pas vous, le parti, qui communiquez sur ça. C'est la CENI qui détermine. Et donc, voilà un premier niveau qui inquiète, car on sait comment parfois la CENI est manipulée. Deuxième élément qui a été une difficulté, c'est la caution. Nous sommes dans un pays pauvre, et même dans des pays riches, on ne voit pas vraiment le gouvernement en train de croire que la seule bonne manière de limiter le nombre de candidatures dites fantaisistes soit l'argent. J'ai essayé de me battre avec d'autres collègues, je pense ici à l'honorable Juvenal Mounougo, avec qui on s'est battu, pour remettre dans cette loi-là la possibilité du débat politique, du débat d'idées et de l'obligation de ce débat, qui permettrait en fait aux partis d'aligner des candidats qui ont un certain niveau. À notre terme, qu'il fallait mettre des critères d'études dans la loi. Parce que nous sommes un pays où on croit que pour être maçon, il faut étudier, pour être menuisier, il faut étudier, pour être même mécanicien, il faut étudier. Mais quand il s'agit de la présidence de la République, il ne faut pas étudier. Depuis 60 jusqu'à ces jours, eh bien, on n'est pas dirigé par un seul universitaire. C'est des gens qui ont un niveau moins que celui d'un D6. Et les gens sont convaincus que ça doit continuer. Maintenant, quand on dit, bon, puisque les candidatures fantaisistes, c'est d'abord des candidatures de gens qui n'ont pas de capacités intellectuelles pour diriger le pays, mettons un critère pour essayer de limiter ces candidatures fantaisistes. Eh bien, je vois mon président Bokona, le président de la PAJ, réagir de manière virulente contre notre proposition avec l'honorable Mounougo, et qui ça créé même pratiquement un climat terrible et malsain entre les deux, ou au moins un intellectuel, parce que Bokona c'est quand même un enseignant d'université, c'est pas n'importe qui, c'est un bon juriste. C'était surprenant de voir comment parfois on peut perdre sa capacité individuelle au profit juste des petits mots d'ordre des gens qui sûrement n'ont pas son niveau. Et donc il va falloir qu'on ait du courage, même quand on a un mot d'ordre, de tuer la République par la tête, puisque c'est par la tête qu'est le poisson pourri. Eh bien, il serait quand même peut-être important qu'on puisse relever les niveaux pour dire, pour être président de la République, il faut avoir au moins un niveau de graduat, au moins un niveau de licence.
Pour être député, il faut avoir fréquenté au moins l'université. Mais voilà, on est dans une situation où tout charretier, tout aventurier peut postuler pourvu qu'il ait de l'argent. Pourvu qu'il ait de l'argent, comme si c'est l'argent qui manque dans les poches des individus pour bien diriger ce pays. Moi, je suis convaincu que ce sont des capacités intellectuelles qui manquent. Et donc, voilà comment ils ont mis un critère d'argent où chaque candidat doit coûter 1 000 $. Et donc, si vous avez une liste qui doit aligner 8 candidats... Et donc, ce n'est plus par liste, donc par non, candidat. Pas du tout. C'est par candidat. On paye par candidat 1 000 $. Et donc, si vous avez une liste qui doit produire 8 députés, vous devez payer 8 000 $ pour aligner une seule liste. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien, ils disent, même si votre candidat a 40 ou 50 000 voix, il va falloir que le parti dans lequel il a postulé ait obtenu sur toute l'étendue de la République au moins 400 000 voix. Et donc, si ce parti n'a pas atteint ces niveaux-là, eh bien, même si votre candidat a gagné dans une circonscription comme Kinshasa 62 000 $, 70 000 voix, eh bien, votre candidat ne va pas passer, il ne sera pas proclamé élu. On va prendre un monsieur de PPRD qui a obtenu 500 voix, puisque son parti a atteint les 350 000, lui passe et votre candidat reste. Passons un peu à Kinshasa. Basile, le Ndeko Basile, qui passe avec à peu près 60 000 voix, il est indépendant, puisqu'il est dans une circonscription où il y a plusieurs candidats, beaucoup de candidats, eh bien, lui ne peut pas être proclamé, quand bien même la population l'a préféré avec 62 000 voix, on ne va pas le proclamer, on va proclamer des individus de PPRD qui ont obtenu 1000 voix, 50 000 voix, puisqu'ils ont ramassé des voix à gauche et à droite, et ce qui justifie, ramasser dans des villages et ailleurs, vont empêcher à ce que le meilleur candidat indépendant ou d'un autre parti de l'opposition qui n'a pas atteint le fameux seuil de 400 000 voix par exemple, ne soit pas proclamé. Donc, voilà. Professeur, je vous interromps un peu. Donc, ici, le candidat indépendant ne peut plus postuler. En tout cas, le candidat indépendant n'est pas le bienvenu là où la circonscription a plusieurs candidatures. Quand c'est plus des partis politiques. Quand c'est plus d'un pour le siège à pouvoir, c'est inutile pour un candidat indépendant. C'est inutile parce qu'il n'obtiendra pas 400 000 voix pour avoir le droit de s'attribuer un siège. Et donc, si vous voulez être candidat indépendant, là où il y a beaucoup de candidats, eh bien, il faut avoir la capacité d'obtenir plus de 400 000 voix. Et c'est impossible, il n'y a personne qui a déjà atteint ça dans la République. Par contre, dans des circonscriptions où il y a un seul candidat, en fait, un seul poste à pourvoir, oui. Là, quelqu'un peut se porter indépendant. Ce qui fait que déjà la liberté des individus est restreinte, oui. Elle est entamée. Nous sommes dans une situation où on liquide les indépendants et je suis sûr qu'ils ciblent des individus. Oui. Ils ciblent des individus qui s'estiment populaires pour dire vous devez vous aligner, soit dans notre parti, le PPRD qui vient avaler, si vous n'avez pas les signes du moment, un peu comme dans le langage public, si vous n'avez pas les signes de 666, eh bien vous ne pouvez pas attribuer un siège. Et donc il faut maintenant que les partis politiques s'associent. Exactement, c'est la possibilité qu'ils créent. Ils disent, bon, voilà, on peut accepter des regroupements qui peuvent mettre. Mais ils savent très bien que les gens ne vont pas négocier très rapidement, puisque au mois de mars, il faut déposer les candidatures. Donc ils estiment que les gens n'auront pas le temps de pouvoir bien peaufiner leur truc. Ils veulent nous prendre dans la précipitation. Nous allons structurer des regroupements. Dans la précipitation, on ne va pas parfois s'attendre sur qui va aligner, qui ne va pas aligner à tel endroit. Et eux vont en profiter pour imposer les leurs. Ils vont venir avec le deuxième critère d'argent, où il faut, pour une circonscription de 8 élus, il faut payer 8 000 $. Et donc, ils ne sont pas très nombreux des partis qui vont avoir cet argent-là pour aligner partout afin d'obtenir les 400 000. Ils vont aligner 4, 5, 10, 20 listes qui ne vont pas obtenir les 400 000 et puis tout va tomber dans l'eau. Et comme si cela ne suffisait pas, ils préparent une loi. Il y a la loi de mon collègue Luquet Kassongo, un élu de Olomami. Eh bien, il a déjà proposé une loi de modification de la loi qui organise les partis politiques. Et là-dedans, il y a une disposition qui dit que dès que votre parti n'accorde pas de sièges, n'a pas obtenu de sièges au niveau de la députation provinciale et au niveau de la députation nationale, le parti est autodissous. La disposition est prévue. Donc, la machine fonctionne très bien. Il est important de former tous nos amis qui nous suivent à cet instant
d'informer le peuple congolais que la démocratie est menacée au Congo. La démocratie, elle se mène par les partis politiques. L'effort que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir faire adhérer les gens aux partis politiques par des idéologies. Moi, je suis démocrate chrétien. Je suis fédéraliste. C'est des thèmes sur lesquels je prêche et j'attire des individus. Parce que rares sont des partis qui ont une idéologie qui peut attirer les gens. Et donc, c'est le travail que nous faisons. Et nous n'allons pas décréter la fin de la multitude des partis, parce que nous avons voulu ça. On a refusé le parti-État, c'est pourquoi on a accepté le multipartisme. Je m'étonne que ça fasse mal à des individus, alors qu'il y a des gens qui sont morts. Donc c'est qu'il y ait une multitude de partis politiques. C'est une loi taillée sur mesure. On veut justement que les PPRD restent le seul parti. Absolument, le PPRD, son chef, parce que c'est ça l'enjeu. Le PPRD, son chef, reste et domine la scène politique. Même les petits partis de la majorité présidentielle, oui, des gens qui semblent agir par inconscience, qui votent par inconscience, eux-mêmes sont condamnés à la disparition. Je ne sais pas s'ils ont le temps de faire des analyses, parce qu'il s'agit ici d'un parti qui veut avaler les autres, qui veut s'imposer sur la scène politique et qui veut pousser les gens à faire des regroupements rapides qu'ils seront manipulés, parce que quand il y a tellement de partis, on ne sait pas corrompre tout le monde. Il y a toujours une voix qui s'élève. Mais quand on réduit et qu'on sait que sur la scène politique, il y a 3 partis, 4, 5, il sera facile de corrompre le président, de concentrer peut-être la corruption sur 2, 3 individus, que de la disperser sur une multitude qui ne répond pas. Et donc, voilà là où on est. C'était le deuxième piège qui était dans cette loi. Le troisième piège... Oh, professeur, je voulais un peu parler de la réduction de ces partis politiques-là avec le projet de loi-là. Alors, c'est une violation justement de la Constitution. Quand on veut mettre l'argent devant, on veut, comment on dit, revoir à la hausse l'argent quand on veut faire disparaître les autres partis politiques. Est-ce que ce n'est pas là une violation de la Constitution? Je ne veux pas vite aller dans les discours juridiques, parce qu'ils risquent ces discours-là risquent d'être limités. Nous sommes dans un jeu politique où nous voulons la démocratie. Et nous voulons que notre démocratie se développe. Nous avons en face de nous des individus qui sont contre la démocratie, qui n'aiment pas la démocratie avec ses principes. Ils veulent installer la dictature. L'acceptation du pluralisme politique, qui voudrait qu'il y ait beaucoup de syndicats, qu'il y ait beaucoup d'ONG, qu'il y ait beaucoup d'associations, qu'il y ait beaucoup de partis politiques. C'est cela aussi l'expression démocratique, qu'il y ait une multitude d'églises. On ne va pas dire les églises regroupez-vous. Ça c'est restreindre la liberté des gens. On ne va pas obliger les individus à aller se postuler dans des partis politiques alors qu'ils veulent être indépendants. Et donc c'est à cela qu'on peut retrouver des violations des libertés des individus qui sont justement protégées par la Constitution. Mais le plus important ici, c'est de dire quoi? Les individus ont demandé que Kabila parte. Et Kabila veut survivre. Soit il prépare de nettoyer la scène politique, où les partis vont échouer, de s'attendre, de se regrouper, ils vont échouer, et les partis vont pouvoir échouer d'aligner des candidats, ils vont accepter leur propre mort politique et aller directement adhérer au PPRD. C'est cela la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est celle d'empêcher une multitude d'individus de voir leur avenir politique à travers leur propre parti politique et les obliger d'aller adhérer à des grandes formations politiques de l'opposition. Et soi-disant en passant qu'il y a des formations de l'opposition qui n'ont pas fait un combat sincère parce qu'ils estimaient qu'eux ont atteint les seuils, ça les arrange. Et donc si le PPRD a 2 ou 3 partis sur la scène politique, il sera facile de faire ce qu'il fait, de promettre à tel la primature, comme on a vu, on promet tel la primature, il accepte que Kabila continue. On a vu un groupe est allé vers Kabila, il a dit, bon, nous t'accordons 12 mois. Un autre, bien avant celui-là, a dit, nous t'accordons 17 mois pourvu que tu nous donnes la primature. Tous les 2 groupes ont dit la même chose, alors que c'est des messieurs respectables, c'est des gens sur qui nous comptons pour l'avenir de ces pays. On a vu des évêques faciliter cette opération et dire, bon, on accepte que Kabila reste 12 mois, pourvu qu'il donne la primature à tel et qu'on organise les élections, alors que tout le monde savait que Kabila est entouré de moboutistes,
des gens qui ont servi Mobutu et qui lui donnent les mêmes stratégies que Mobutu donnait, et Kabila fait la même chose que Mobutu faisait dans les années 90. C'est étonnant que les évêques qui ont vu Mobutu agir, qu'eux aussi soient tombés dans l'erreur. C'est étonnant que les mêmes opposants tombent dans la même erreur. Et je suis très certain qu'aujourd'hui, si on demande à Tchibala de quitter et qu'on demande à l'opposition de donner encore un candidat Premier ministre, les gens vont se bousculer au portillon du kabylisme pour rentrer et donner à Kabila le chèque à blanc qu'on lui a donné à la Saint-Sylvestre. Et quand j'attends les gens demander qu'on applique l'accord de Saint-Sylvestre, je dis voilà l'opposition à laquelle, sur laquelle nous comptons. Moi, je pense qu'il faut être rationnel. Il faut un peu de moralité politique, un peu de moralité pour dire, en fait, soit on combat Kabila, soit on est avec lui. Et moi, je suis d'avis que cette loi vient justement bousculer une fois de plus la scène politique. Nous allons assister à du théâtre. Nous allons assister à du théâtre. Quand les gens vont manquer la caution pour aligner leur candidat, ils vont courir vers le pouvoir. Quand les gens vont manquer la possibilité de se regrouper, ils vont adhérer au parti de la majorité, et ainsi de suite. Il y aura des choses. La majorité va financer pas mal de partis politiques qui se disent de l'opposition. C'est ce que la majorité a voulu. Elle saura contrôler la majorité qui va sortir des urnes. Elle saura dire que les élections législatives provinciales vont passer avant les élections présidentielles. Puisqu'ils vont sûrement dire qu'il va falloir qu'on puisse enrôler à l'extérieur, notamment la diaspora, pour qu'il y ait vote présidentiel. Et que pour les élections législatives et provinciales, on peut voter si on finit au niveau national. On peut voter. Je suis sûr qu'ils feront des choses comme ça. Et ils ne manqueront pas l'accompagnement de certains amis avec qui nous sommes en train de lutter dans l'opposition. Et donc je tiens à alerter l'opinion pour dire que nous sommes élus, nous sommes l'élite, nous représentons la population, mais la population, elle ne meurt pas dès qu'elle se fait représenter. Quand vous avez un gérant, vous le patron, vous ne disparaissez pas. Vous pouvez être en mesure de dire, gérant, tu ne vas pas dans cette réunion, c'est moi-même qui dois y aller. J'invite la population justement à se prendre à charge, puisque l'élite semble avoir montré ses limites. Il faut que la population se réveille. C'est pourquoi des initiatives comme celle des évêques, qui consiste à réveiller l'ensemble de la population. Le fameux clocher de chaque jeudi, les concerts de casseroles, toutes les formes de résistance qui sont constitutionnelles, qui sont légales, je les soutiens. Je les soutiens. Et j'en appelle à l'élite pour dire, on peut se tromper, c'est naturel, c'est humain, mais demeurer dans l'erreur, c'est diabolique. Et donc j'interpelle l'élite pour dire, il faut quand même qu'on ait le souci du pays. Et le souci du pays, ce n'est pas l'argent. Le souci du pays, ce n'est pas le seul. Le souci du pays, c'est la capacité des dirigeants politiques. Alors, parlons du troisième point qui fâche également. On ne sait pas si ça sera les votes électroniques, la machine à voter, ou les votes manuels assistés par la machine, comme le dit Corneille Nangaa. Oui, en fait, dans la Constitution, il y a un article qui prévoit qu'il peut y avoir une possibilité de vote par bulletin ou de vote par voie électronique. Et l'article disait que pour les élections qui étaient en cours, c'est-à-dire les élections passées, on ne pouvait pas procéder par le vote électronique. Eh bien, les amis ont voulu modifier, les amis de la majorité ont voulu modifier cet article. Et on s'est battu, et Dieu nous a aidés, puisque nous avons eu la victoire, on a enlevé cet article-là. Et donc, on s'est convenu nous tous, puisque la majorité parlait du vote, je ne sais pas, avec l'aide de la machine ou de l'imprimante ou de l'électronique, on ne sait pas quoi. Eh bien, on s'est convenu que ce n'était pas le vote électronique et on a enlevé cet article. Maintenant, la tricherie qui est en train de ramper au niveau de la CENI, c'est celle de dire qu'on va introduire une machine qui n'est pas couverte par un seul article de loi. Cette machine va justement amener des problèmes puisque nous ne saurons pas comment cette machine aura été programmée. Cette machine qui va générer des bulletins ou je ne sais pas quoi, on ne sait pas si elle pourra générer l'image de quelqu'un, parce que c'est en réalité une imprimante, mais nous ne saurons pas comment elle sera codée. Est-ce qu'elle sera codée de telle sorte que quand ça sort l'image du candidat X, ça va donner des voix à Y? Est-ce que c'est cela? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pourquoi de telles réformes qui sont déjà en action dans beaucoup de pays,
mérite d'abord de vérifier ça vient résoudre quel problème. Parce que quand on change une loi et qu'on procède à une réforme, il faut d'abord identifier le problème. Ici, le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est l'absence de la machine qui a fait que la majorité ne puisse pas organiser les élections rapidement? On parle de l'argent. Est-ce que la machine ne vient-elle pas augmenter même le budget? Puisque pendant très longtemps, on a dit que ça coûte cher les élections, puisque nous avons choisi l'une des élections les plus chères du monde, comme si nous étions le pays le plus riche. Pendant très longtemps, j'ai prêché qu'on pouvait faire des élections avec très peu d'argent. Mais maintenant, voilà, au-delà de tout ce qu'on a connu comme des ordinateurs à usage unique, des kits à usage unique, des hors-bord à usage unique, des camionnettes à usage unique, voilà maintenant, c'est encore une autre machine à voter qu'on vient ajouter dans la liste de tous ces matériels qu'on utilise une fois et on jette ou on vend ou on dilapide pour ne pas organiser les élections le lendemain. Et donc c'est inacceptable. Eh bien, jusque-là sur le plan de la loi, cette machine n'est pas concernée par la loi que nous avons votée. Parce que nous avons cassé l'article qu'eux voulaient imposer. Et nous l'avons cassé sur, bien sûr, dans des débats au sein de la commission PAG, là où je me trouve. Il semble que la machine n'a même pas fonctionné quand c'était venu là-bas à l'Assemblée. Exactement, puisque nous étions sortis, ils se sont forcés de vouloir amener les amis de la CENI et pour qu'ils fassent la démonstration, eh bien la machine a bloqué devant les députés. Par 2 fois, elle a bloqué. Ils sont allés au Sénat, la machine, 2 machines sur 3 ont bloqué. Juste pour montrer que cette machine va provoquer des problèmes, parce que là, c'est au niveau de la CENI, au niveau central. Maintenant, quand elle va être envoyée à des individus en province, elle va complètement bloquer, donc il n'y aura pas vote à certains endroits. Oui. C'est pourquoi nous disons, on veut résoudre quel problème avec cette machine qui vient plutôt créer des problèmes. Et donc, il est clair que nous devons nous réveiller et empêcher à ces gens de bouffer des commissions, parce que l'enjeu de la machine, c'est qu'il y a des acheteurs qui vont aller bouffer des commissions. Comme on a fait des tracteurs. Aujourd'hui, les tracteurs ont résolu quel problème? C'est juste des commissions que les gens voulaient bouffer. Bokaka Alonso a résolu quel problème dans ma Kwango à moi? Que ça a résolu quel problème? C'est juste surendetter le pays pour rien, et puis des individus sont servis des commissions. Et donc, cette culture des commissions, cette culture des parts qu'on doit avoir dans des actions gouvernementales, je pense qu'il faut l'enrayer. Et nous devons tous faire de telle sorte que nous puissions refuser la machine à voter. Je prêche contre elle, puisque nous ne la maîtrisons pas. Nous ne savons pas quel problème cette machine vient résoudre. Au contraire, les premières démonstrations de cette machine prouvent qu'elle vient amener de nouveaux problèmes qu'on n'a jamais connus. Donc, elle va refuser d'imprimer des bulletins. Je suivais d'une députée au niveau de la majorité que cette machine a bloqué puisqu'on n'avait pas réglé des dates et autres. Mais c'est après coup. C'est après coup, après qu'on ait grondé les gens de la CENI, que le plus expert, ou je ne sais pas, c'est l'usine ou qui viennent pour dire, bon, comme c'était minuit et que la machine passait du jour au lendemain, hein, ça a bloqué. Voilà, parce que la loi s'est traitée nuitamment, dans une grande précipitation. Et il est étonnant maintenant, et c'est là que j'en arrive, il est étonnant d'attendre qu'il va y avoir une commission extraordinaire. On nous a fait travailler la nuit à l'Assemblée. Le règlement dit que le travail commence à 10 h. Généralement, le travail commençait à 18 h, 19 h, les travaux à commission très harassants, juste pour éliminer des députés de l'opposition qui n'étaient pas prévenus. Vous sortez d'une plénière, vous avez travaillé toute la journée, et on vous informe que la commission va siéger à partir de 18 h 30. Alors que nos collègues de la majorité, ils ont eu tout le temps d'avoir de l'argent pour aller manger à leur faim, de se restaurer convenablement. Nous, on nous amène affamés, fatigués. Vous commencez une loi de toutes les discussions du monde. Et vous y allez nuitamment. Bon, comment on nous fait travailler dans ces conditions en disant qu'il n'y aura pas session extraordinaire et très subitement, on nous informe qu'il pourrait y avoir session extraordinaire autour du code minier, parce qu'il y a des enjeux des gens. Donc c'est incroyable. Le règlement ne nous donne pas la possibilité de refuser quand on nous convoque à session extraordinaire. Mais je pense que sur le plan de l'organisation interne de l'Assemblée, nous devons poser des questions à notre bureau
Comment on nous a fait travailler comme des chameaux, tout en sachant qu'il y aura une session extraordinaire. La loi elle-même a été revotée au niveau de l'Assemblée après la commission paritaire qui a échoué, a été revotée au niveau de l'Assemblée nationale à minuit moins quelques minutes. Et beaucoup d'autres lois ont été votées à quelques heures de la fin de la session, le 15, quand on approchait minuit. Comment on fait travailler des gens dans des risques comme ça, et après on vient raconter l'histoire d'une session extraordinaire? Moi je pense que c'est pour nous empêcher de rentrer dans nos circonscriptions pour aller dire la vérité à la population, que la démocratie est en danger, qu'il y a des individus qui ne sont pas contents des victoires qu'on a eues sur Mobutu. Ils sont venus, ils ont chassé Mobutu par les armes. Ils l'ont chassé et ils veulent reproduire du mobutisme sans Mobutu, comme le disait le professeur Wamba Niawamba, qu'il y a des gens qui perpétuent le mobutisme à l'absence et après la mort de Mobutu. On n'acceptera pas de rentrer dans le mobutisme où des individus font leurs lois et ils viennent, ils surveillent leurs lois avec leurs frères et sœurs biologiques jusqu'à la dernière minute. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous ne sommes pas dans la République des individus qui l'auraient acheté. On a acheté cette République à combien? C'est inacceptable. Quand on restreint l'espace de liberté, c'est connu en sciences politiques. Quand on restreint l'espace de liberté, les individus explosent, recourent à des moyens qui n'ont rien à voir avec la loyauté. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement, professeur, aujourd'hui face à cette situation? La loi électorale est adoptée en des termes que vous venez de dire. On est à l'approche de l'expiration de l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, moi, il ne faut pas me parler de l'accord de Saint-Sylvestre. C'est une chance pour le pays que cet accord n'ait pas abouti. Une majorité qui comploterait avec l'opposition pour se perpétuer dans un pouvoir illégal serait le mauvais scénario. Donc moi je remercie Dieu que leur fameux accord de Kachachi n'ait pas abouti. Je remercie Dieu que leur fameux accord de Saint-Sylvestre n'ait pas abouti. Et je ne souhaiterais jamais que ça aboutisse. Nous devons aller aux élections. C'est la première possibilité. Pour sortir de cette crise, moi je vois les élections. C'est la seule voie selon vous? C'est la première voie. C'est la première voie. Si réellement la majorité veut nous amener aux élections, moi comme opposant, je voudrais qu'on y aille. Mais que nous puissions étudier correctement. Parce que nous ne prenons pas le temps souvent d'étudier correctement les pièges qui nous ont tendus. Ils nous ont tendu plusieurs pièges. Mais ce n'est que par l'intelligence que nous pouvons les surmonter. Nous ne devons pas être paresseux au niveau intellectuel. Si quelqu'un te tend le piège, il y a moyen de lui retourner son propre piège. Pendant très longtemps, l'opposition dans les années 90 disait qu'on m'a jeté des pots de bananes. On m'a jeté des pots de bananes. Mais toi-même, tu ne peux pas jeter des pots de bananes à quelqu'un. Mais on voit la majorité présidentielle, les gens, comment ils ont une machine intelligente qui sort des stratégies, qui réussissent. Mais à l'opposition, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une opposition ensemble, mettre en place des stratégies aussi intelligentes pour barrer la route à ces stratégies de la majorité présidentielle? D'abord, je ne voudrais pas dire que nos amis de la majorité sont très intelligents que nous. Nous sommes intelligents. Mais je sais que le mal est toujours fertile. Le mal est toujours fertile. Le mal se porte bien partout au monde. Le mal se porte bien. Et les gens qui travaillent pour le mal ont la facilité de travailler. Mais ici, je voudrais juste interpeller nos amis de l'opposition pour dire il n'est pas question de faire des parades, il n'est pas question de faire des grandes déclarations, il est question de faire travailler la tête. Mais l'unité de l'opposition. Ils ont tendu des pièges. Ils ont tendu des pièges. Est-ce que ces pièges peuvent être surmontés par l'unité? Si c'est l'unité, faisons l'unité. Est-ce que c'est par les regroupements intelligents et rapides qu'ils vont pouvoir surmonter ces difficultés? Eh bien, nous devons le faire. Vous savez, moi j'ai été élu dans la ville de Béni. La majorité avait amené les gens dans la précipitation aux élections. C'était encore des pièges, une succession. Ils avaient vite révisé la loi électorale, ils ont amené les gens dans la précipitation dans des élections chaotiques. Mais à beaucoup d'endroits, ils sont tombés dans leur propre piège. Moi, dans ma circonscription, l'opposition a pris tous les 2 sièges et la majorité a échoué.
terriblement. Elle a échoué à beaucoup d'endroits. Et donc, il est question d'essayer de vérifier nos erreurs de la fois passée, parce que nous en avons commis. Il est inacceptable qu'alors que l'opposition contrôle la ville de Kinshasa, qu'on laisse moisir et jeter sous la pluie, ici à la fois, les bulletins de l'opposition. Là où elle est, bulletin, et vous vous taisez. On ramasse comme on ramasse, et puis vous n'avez pas de témoins dans le bureau. C'est des petites erreurs qu'il va falloir corriger quand nous allons dans les prochaines élections. Et donc, je pense qu'il y a un travail intellectuel que l'opposition doit devoir faire pour surmonter les difficultés. Si l'opposition croit aux élections et si réellement le calendrier qui a été publié et l'agitation de la majorité qui est en cours, c'est à nous amener vers les élections. Puisque pour moi, je sais qu'ils nous mettent le calendrier, ils nous mettent dans des débats pour que nous puissions passer tout le temps en train de claironner, de parler, le temps qu'eux gagnent encore en temps pour nous amener d'autres pièges. Et à chaque fois, c'est nous-mêmes qui allons faire que le processus ne puisse pas s'arrêter par une élection où Kabila va être corrigé avec ses amis. Et donc, je suis d'avis que l'une des voies royales pour débloquer la crise congolaise, ce n'est pas le dialogue, ce n'est même pas l'accord de Saint-Sylvestre, ce n'est pas l'accord de Kanchachi. La solution, c'est l'élection qui va faire partir Kabila et tous ses amis. Et que pensez-vous? Ça, c'est la première possibilité pour nous. Oui, allez-y. La deuxième possibilité, c'est utiliser les moyens constitutionnels si réellement nous constatons que même les calendriers que Kabila s'est donné, il ne les respecte pas. C'était une erreur de rejeter ces calendriers. Moi, je ne l'ai jamais rejeté. Dès qu'ils ont publié leur calendrier, j'ai dit, si nous étions unis, si nous étions très sérieux, nous devions dire, c'est toi-même qui te donne les calendriers, toi-même tu les respectes. La majorité était d'accord avec ces calendriers que nous, on ne partageait pas. Parce que ces calendriers tiraient à longueur la période de l'élection présidentielle qui peut se dérouler à 2 mois, à 3 mois, à 1 mois. Et donc tirer à longueur et amener vers la fin de l'année prochaine, la fin du processus, sciemment, à prolonger inutilement des délais, eh bien, il y avait moyen que nous, au niveau de l'opposition, nous puissions proposer notre calendrier à nous et que nous puissions aller discuter avec la CENI du calendrier. Je ne dis pas dialogue politique, j'ai dit discussion avec la CENI, avec un calendrier commun de l'opposition. C'était une possibilité. Mais apparemment, ça n'est pas passé par nos têtes. Hein. Nous avons essayé de communiquer sur ça, ça n'a pas trouvé de preneur. Eh bien, je pense que nous sommes soumis devant un fait accompli. Nous avons le calendrier de la majorité, alors c'est son calendrier, opposons-lui son calendrier. Dès les premières échéances ratées, allons utiliser les moyens que la Constitution nous donne pour faire pression. La pour marche, faire valoir les nos villes droits. mortes. Exactement. Mais quand on sait, politiques. avec les rapports de Human Rights Watch qui dit déjà que le gouvernement serait en train de recruter des ex-M23 pour réprimer à 100 les manifestations, est-ce que ça vaut la peine? Oui, mais vous savez, ce régime de Kabila n'est pas plus que le régime de Mobutu. Mobutu avait déjà qu'on appelait des hiboux qui allaient plastifier les maisons des opposants. Mobutu avait des hiboux qui allaient plastifier des maisons de presse. Mobutu avait tout. Et on disait qu'il y avait des militaires qu'on recrutait en Angola et dans d'autres pays. Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, ça ne va pas effrayer les combattants de la liberté. Nous étions encore jeunes, nous avons fait la rue sous Mobutu et nous l'avons gagné. On l'a gagné déjà avant que la FNL ne vienne les chasser. Nous l'avions gagné, nous avions la liberté. Mobutu avait fui Kinshasa, il ne pouvait pas circuler ici. Il s'était retiré chez lui à Kawele. Donc c'était une victoire du peuple sur un dictateur. Et bon, maintenant, les nouveaux qui arrivent et qui refusent que les gens marchent, mais est-ce qu'il peut refuser éternellement? C'est impossible, nous allons gagner. On va gagner si on utilise les moyens que la Constitution nous donne. C'est une autre possibilité de pouvoir utiliser ces moyens populaires constitutionnels. C'est biblique. Et en fait, c'est constitutionnel et même biblique. Puisque, en fait, on ne peut pas continuer à se résigner là où quelqu'un dit que vous ne pouvez pas respirer. C'est des droits naturels. C'est des droits que Dieu nous a donnés, nous, de pouvoir nous exprimer. Quelqu'un ne peut pas me dire de ne pas m'exprimer. La Bible me l'autorise, la nature me l'autorise, la Constitution me l'autorise. Et donc, c'est des droits fondamentaux qu'on ne peut pas nous arracher. Et c'est une deuxième possibilité de pouvoir le faire. La troisième possibilité, qui n'est pas la plus meilleure, la plus heureuse, c'est celle qui a amené l'AFNL au pouvoir et donc
Toute la bande de PPRD, c'est des descendants des guerroyeurs AFDEL et autres alliés des étrangers. Ils sont là, puisqu'ils n'ignorent pas qu'eux-mêmes sont allés comploter avec des voisins et avec la communauté internationale et venir avec des armes pour chasser celui que le peuple venait de désigner comme dictateur. Et donc, ces moyens, je ne le souhaite pas, mais je sais que nombreux qui ont des projets de le faire vont malheureusement le faire. Malheureusement, ils vont le faire. Et ça ne sera pas au grand gain du pays. Parce qu'on va prendre des étrangers pour venir chasser un Congolais ou un groupe de Congolais du pouvoir, et on amène des étrangers, c'est créer encore de nouveaux problèmes au pays. Regardez, l'AFDEL nous a amené des étrangers. Et tous les autres ont amené des étrangers. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais résolu ces problèmes. Quand les amis qui sont guerroyeurs vont encore aller chercher de l'aide à l'extérieur pour venir chasser l'AFDEL qui est venu chasser l'autre par les armes, et nous aurons des problèmes exposant problèmes, des convoitises exposant convoitises. Ça ne sera pas à l'avantage du pays. Et donc, j'en appelle ici aux amis de la majorité. J'ai des grands amis. Il y a des gens intelligents. Il y a des gens qui sont chrétiens. Il y a des gens qui aiment ce pays, des patriotes. Je les appelle à reconsidérer l'intérêt du pays et à ne pas pousser les gens à aller dans ce qui va servir contre les intérêts du pays et à ne pas pousser les amis à prendre des moyens qui ne sont pas constitutionnels. Alors, professeur, le 31, j'y reviens encore sur cette date, le 31 décembre, l'accord expire. Les amis, en fait, les RASOP et les autres de l'opposition qui proposent déjà une transition sans Kabila. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Je ne soutiendrai jamais une transition. Je ne soutiendrai jamais, parce que j'ai été victime, moi, de transition. D'abord comme étudiant, ensuite comme Congolais. La transition de Mobutu a été douloureuse, puisqu'on a vidé toute l'opposition. Pendant toute la transition, le Premier ministre était de l'opposition. Et à chaque fois, un opposant radical qui venait, si pas délimité, mais en tout cas des milieux proches délimité. Donc, quand les gens disent transition sans Kabila, je leur dis, vous voulez refaire ce que vous avez fait dans les années 90, où on a eu pratiquement un régime de transition, comme on le conceptualise. Mais là, c'était avec Mobutu, mais cette fois-ci, ils disent que sans Kabila. Mais ça a commencé comme ça, puisqu'on demandait le départ du dictateur sous Mobutu. Et la transition avec les dictateurs, c'était la solution médiane. Et donc, généralement, quand on va dans les négociations, on dit, bon, c'est sans vous. Maintenant, après, on dit, bon, je vous cède la primature et acceptez aussi que je sois là. C'est la tactique, elle est connue. Et donc, moi, je ne soutiendrai jamais ça. J'appelle le peuple congolais à ne pas accepter cette position de transition sans Kabila. C'est que je demande au peuple congolais d'exiger aux acteurs politiques qui paraissent être les mêmes, eh bien, c'est de leur dire, nous demandons les élections. On demande les élections. Et si la préparation des élections va demander quelques jours, quelques semaines, quelques mois, les gens sauront ce qu'ils feront. Ils appelleront ça comme ils appelleront ça. Mais l'idée d'une transition, ce qu'on appelle transition, sans Kabila, c'est la transition avec Kabila. Qui pouvait savoir que notre ami Chibala pouvait nous trahir si fortement? Qui pouvait s'imaginer? Qui pouvait s'imaginer que les amis qui se retrouvent aujourd'hui au gouvernement puissent être les remplaçants de Mende? Est-ce que vous voyez encore Mende parler? Ce sont nos amis de l'opposition qui nous répondent quand nous parlons. Mende est à pause, puisque le travail qu'il faisait, ce sont nos amis de l'opposition, le travail de ça, qu'ils sont en train de faire. Bon, qu'est-ce qui exclut que les amis qui répètent aujourd'hui transition sans Kabila jouent au relais de Mende demain? Et donc, je n'accepte pas qu'il y ait quoi que ce soit à terme de négociations, à terme de compromissions. Ce que je veux, c'est qu'on aille vers les élections, et si les élections vont exiger qu'il y ait un gouvernement qui va faire ceci ou cela, on saura comment l'appeler. Mais tous ceux qui courent derrière le pouvoir à vouloir faire l'alternance, ils mentent. Ils veulent continuer à perpétuer Kabila. Ils ont versé le sang. Je l'ai dit, plus de 50 personnes sont mortes. Et ces personnes sont mortes avec dans leur bouche pas un seul jour pour Kabila après le 19 décembre 2016. Mais à quelques jours de cette date, quelle n'a pas été ma déception de voir des amis sérieux, des amis intelligents, des amis combatifs et combattants
aller négocier, que Kabila continue, soit 12 mois, soit 17 mois, pourvu qu'eux se retrouvent comme Premier ministre, pourvu qu'eux se retrouvent comme président du CESAC, pourvu qu'eux se retrouvent comme ministre. Quelle n'a pas été ma déception? C'est des choses qu'on a vues dans les années 90, quand on était étudiants, nous étions petits. Ils nous interdisaient de nous exprimer parce que nous n'avions pas l'argent, ou il n'y avait pas de canon comme celui-ci, de pouvoir s'exprimer sans avoir payé. Mais aujourd'hui, je les dénonce pour dire qu'ils veulent refaire la même chose qu'ils ont eu à faire depuis les années 90. Nous devons éviter ça. Unissons-nous pour affronter un homme qui veut notre disparition massive. Il veut faire disparaître l'opposition, 1, par les seuils, 2, par la caution, 3, par la machine à voter. Voilà les 3 menaces qui sont à face de nous. À face de ces menaces, nous opposons quoi? Quelle intelligence allons-nous opposer? Ce n'est pas par de grandes déclarations politiques. Ce n'est pas par des photos d'unité des leaders que ça va se régler. C'est par un travail intelligent que cela va se faire, qui va se communiquer dans toute l'opposition pour que l'année prochaine, nous puissions avoir l'alternance. Et donc, j'y crois fermement et j'appelle les amis à m'excuser si je les froisse, mais je suis très sérieux. Je pense que pour le pays, nous pouvons froisser certains individus pour que ça puisse marcher. Très bien, professeur. Vous êtes élu des Bénis, au Nord Kivu. On veut parler un peu des Bénis parce que la population est vraiment meurtrie là-bas par des ADF. Alors, qu'est-ce qui se passe à Béni réellement? Pourquoi toutes ces tueries? C'est insolite. Il y a eu plusieurs explications. Mais tout ce que je sais, c'est que depuis plus de 20 ans, et exactement depuis le 2 mai 1986, il y a justement des attaques militaires dans cette région qui ont vu la création de EDF Nanou et finalement EDF aujourd'hui, et qui ont vu cette région vivre constamment pendant plus de 20 ans dans un climat d'insécurité qui, dans la forme d'aujourd'hui, se caractérise par des égorgements et par des attaques contre l'armée nationale et les troupes des Nations Unies. Et donc, pas plus tard qu'une semaine, il y a eu 15 militaires tanzaniens, casques bleus, qui sont tombés sur le pont Semuliki, sur la route qui conduit vers Kamango et l'Ouganda, et beaucoup d'autres blessés. C'est insolite quand on suit ce qui se passe dans cette région. Alors, on aurait appris que le gouvernement serait en train de négocier avec l'Ouganda qui sollicite venir officiellement attaquer ces ADF. Et vous êtes élu, est-ce que vous avez aussi cette information? Oui, j'ai été informé par tout le monde, par la voie des médias, qu'il y aurait des négociations dans la partie ouest de l'Ouganda, dans des villes de l'ouest de l'Ouganda, entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais, autour de plusieurs points, et que dans ces négociations, l'Ouganda aurait souhaité qu'il y ait des opérations conjointes entre notre armée et l'UPDF, l'armée ougandaise. Donc, nous suivons ça. C'est une solution qui n'a jamais été essayée. Et selon vous, comment vous jugez cette démarche? Oui, bon, je sais qu'il y a beaucoup de protocoles d'accord, en fait, beaucoup de protocoles entre nous et l'Ouganda. Si je vois du côté de la Saint-Urgel, il y a bien des dispositions qui prévoient qu'il peut y avoir collaboration militaire, il peut y avoir collaboration judiciaire, il peut y avoir collaboration diplomatique. Et donc, il y a plusieurs autres dispositions à travers la CPGL qui règlent plusieurs problèmes. Il peut y avoir plusieurs collaborations. Donc, je ne verrais pas de mal si l'Ouganda voudrait s'associer aux Nations Unies, eh bien, aux Nations Unies, à notre gouvernement et à lui-même l'Ouganda, pourquoi pas d'autres puissances, pour essayer de refaire ce qu'ils ont fait avec le LRA dans le nord-est du pays, notamment dans la région de Dungu et ainsi de suite.
parce que ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau, les opérations conjointes ont été menées dans cette région. Le drame qu'il y a dans cette région n'est plus comparable au drame qui est en train de se vivre à Beni. Et donc, si cette solution peut être essayée, moi je ne vois pas d'inconvénient. Si l'Amérique peut venir pour le renseignement et localisation de l'ennemi, avec tous les moyens technologiques qu'ils procèdent et qu'ils ont mis à la disposition des deux armées, par exemple, pour ce qui est de LRA, pourquoi on ne les ferait pas pour les EDF si réellement ce sont les EDF qui troublent les Beni? Et je ne verrais pas pourquoi le gouvernement refuserait, parce qu'il y a plusieurs éléments juridiques entre les deux États qui soutiennent une telle possibilité. Mais le plus mal, c'est d'amener secrètement l'armée ougandaise. C'est ce que nous n'accepterons pas. Moi, comme élu de Beni, je n'accepterai pas que l'armée ougandaise vienne discrètement, mais que ça doit être dans un cadre juridique bien couvert et dans des opérations militaires montées de manière professionnelle, puisque quand on fait venir une armée étrangère sur un territoire, eh bien, il y a toujours des conséquences. Est-ce qu'il n'y aura pas des représailles sur la population civile, justement, bon, pendant ces opérations? Je sais que contre l'EDF, les opérations sont très difficiles, parce que c'est dans le parc national de Virunga. Et c'est dans le champ des populations qui sont contiguës au parc national de Virunga. Et donc, je ne pense pas que les conséquences soient très graves dans cette région, où il faut montrer de quoi on est capable pour pouvoir le faire. Le général Baouma, paix à son âme, l'avait fait avec beaucoup d'efficacité. La population a accédé à ces champs les plus isolés et que cette population n'avait plus fréquenté depuis plus de 10 ans. Ils ont fréquenté ces champs. Mais il a suffi qu'ils meurent pour qu'on relâche ces gens-là. Et donc, je crois que l'expérience du général Baouma a montré que s'il y a des opérations sérieuses, qu'il faut que l'armée nationale rentre dans la forêt et patrouille systématiquement pour rechercher ennemi après ennemi. Si réellement c'est l'EDF qui est dans la brousse, il n'y aura plus d'égorgement à Beni. S'il y a de réelles opérations militaires, avec tout ce qu'on dispose comme moyens technologiques, notamment les drones, les hélicoptères, des avions de chasse, et puis l'infanterie sur le sol, et tous les moyens dont on dispose, je ne pense pas que l'on puisse continuer à mourir comme on meurt à Beni, tant du côté de la population que du côté de l'armée nationale et même du côté des troupes des Nations Unies. Donc j'en appelle aux troupes des Nations Unies et particulièrement aux Nations Unies, parce qu'ils observent un certain racisme, je le dis bien, je pèse mon mot, au sein des Nations Unies. Il a suffi que 2 agents des Nations Unies meurent au passage pour que ça s'arrête tout de suite, parce qu'il y a eu 2 blancs qui sont morts, je l'ai dit ouvertement. C'est la 2e fois que les troupes tanzaniennes sont en train d'être attaquées et meurent. On ne voit pas le même empressement que la communauté internationale, que New York a eu quand il a été question du Kasaï avec les 2 blancs et avec maintenant plus de 20 casques bleus tanzaniens noirs qui décèdent. On ne voit pas s'organiser des opérations sérieuses. Maintenant, on ne parle plus de Kamana Sapou. Les choses se sont accélérées très rapidement de tous les médias et je sais que la justice internationale est en train d'être mise en action pour établir les responsabilités puisque 2 blancs sont tombés. Les autres, les Thomas Lubanga et les autres sont à la haie puisqu'il y a eu quelques éléments de la Croix-Rouge blancs qui sont tombés. En Centrafrique, notre ami Bemba est en prison puisqu'il y a eu quelques éléments humanitaires blancs qui sont tombés. Mais quand il s'agit des casques bleus, éléments des Nations Unies, qui tombent, mais ils ont la peau noire, on ne voit pas un seul empressement. Je dénonce ce racisme. Je le dénonce. Et je pense que si ce n'est pas un racisme, alors qu'on organise des opérations sérieuses, que la justice se déploie pour le cas de Beni. Et vous partez régulièrement à Beni. Que fait la brigade d'intervention? Oui, mais justement, c'est ce que je dénonce, parce que la brigade d'intervention, qui est une brigade pour se battre, elle n'est pas venue observer, mais elle est devenue une brigade d'observation. C'est un détournement. Cette brigade a été détournée de sa mission. Sa mission était de se battre, constituée des Tanzaniens, des Sud-Africains, des Malawites. Elle est aussi le long des routes macadamisées. Quand vous quittez Beni, vous voulez descendre vers Bunia. Vous verrez ces troupes-là dans des chars, patrouiller le long des routes, les meilleures routes. C'est tout. Et le soir,
on voit quelques patrouilles, hein, quand il y a des troubles à l'ouest, ces patrouilles vont à l'est. Je l'ai vécu moi quand on a égorgé déjà, à peine 52 personnes ont été égorgées. J'ai vu des troupes patrouiller à l'ouest alors que les événements s'est passé à l'est. C'est des trucs inacceptables et intolérables. Comment ça, il n'avait pas l'information peut-être de la part de la population? La population n'a pas collaboré? Mais c'était au grand jour. Tout le monde a su. Et toutes les Nations Unies. La seule fois que je les ai vus à l'est de la ville, c'était quand ils allaient accompagner des musulmans pour enterrer leurs morts à l'est. Mais je ne les ai pas vus patrouiller là-bas. Moi-même, je suis descendu de ma voiture pour leur dire, monsieur, le problème c'est à l'est. Comment vous allez à l'ouest? Donc il y a des choses inacceptables. Et ils ne disent rien. Exactement, ils ne disent rien, parce que en fait, ils sont là justement en mission, juste pour se faire un peu d'argent, et ils seraient intolérables. Et donc, je pense qu'à travers ce que nous avons connu sur le pont Semouliki, il est temps que les Nations Unies prennent au sérieux ces phénomènes qui ne me paraissent pas très graves, puisque le rayon dans lequel se retrouve l'ennemi n'est pas très grand. Ce n'est pas plus de 50 km². Ce n'est pas plus que ça. C'est moins. C'est dans le parc national de Virunga. C'est identifié. Quand vous suivez notre gouvernement, on vous parle de Médina, on vous parle des coins connus que le gouvernement contrôlait il y a quelques jours. Comment ils ont pu perdre ces coins-là? Comment subitement ces gens-là ont été surarmés? Comment? Je pense qu'il faut que les Nations Unies aussi mènent des enquêtes sur la mort des casques bleus. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, je dénonce ce racisme, je dénonce l'inactivisme des Nations Unies, je dénonce la désorganisation qu'il y a sur tous ces points de défense de la population. Parce qu'en définitive, c'est la population qui est égorgée. Et c'est nous les élus qui sommes dérangés. Moi, je ne dors pas. À chaque fois qu'on égorge, nous sommes les terminales de toutes les plaintes. Et donc, c'est quand même inacceptable. Et je souhaiterais que l'on puisse réactiver des opérations sérieuses. Et s'il y a un État dont l'EDF est son ennemi principal, qui demande qu'on puisse le faire, ça ne sera pas la première opération du genre à être faite, puisqu'on a connu l'opération rwandaise de Umoja Wetu. Ils sont venus chasser les FDLR et ils sont rentrés et ils ne parlent plus. On a connu l'opération justement de LRA dans les Ouélé, avec le même pays, l'Ouganda, et les États-Unis qui se sont impliqués pour assister sur le plan logistique les troupes et fournir des informations. Et donc, pourquoi on ne structurerait pas une opération pareille, sérieuse, qui irait patrouiller arbre après arbre pour enfin finir ce truc qui n'a fait que durer plus de 20 ans. C'est inacceptable, c'est intolérable. Alors, professeur, comment voyez-vous l'avenir politique, économique, social du pays? Je prends un exemple banal. Un professeur d'université au Congo touchait 2000 $. Avant que Kabila ne dise qu'il prolonge sa présence au pouvoir au-delà de son mandat. Aujourd'hui, sa simple décision de ne pas partir dans l'échéance a fait qu'il y ait inflation, il y a une dépréciation de notre monnaie et le même professeur se retrouve à 1200 $. Une simple décision, moins d'une année, a fait perdre à un professeur d'université 800 $. Les amis de la fonction publique, de l'armée qui avaient 100 $, ils ont perdu plus de 40% de leurs revenus, justement puisqu'il y a incertitude politique. Tous ceux qui investissent, tous ceux qui importent sont incapables de le faire. C'est dire qu'un individu peut avoir un impact positif ou négatif sur l'économie d'un pays, sur le social d'un pays, sur les perspectives politiques d'un pays, et même sur l'intégrité. Parce qu'on peut croire à un pays, ne pas croire à un pays à partir d'un individu. Et donc je voudrais dire aux compatriotes congolais que nous devons considérer que le Congo c'est un patrimoine commun. Il n'appartient pas à un individu. Et ce n'est pas un individu qui va en déterminer l'avenir. C'est nous qui devons déterminer l'avenir de ce pays. Et pour nous débarrasser de l'individu, moi je crois beaucoup aux élections. J'y crois. Maintenant, nombreux s'arrêtent à dire qu'ils ont déjà disposé la tricherie.
à travers la caution, à travers le seuil, à travers la machine. Mais qui a dit que ce sont eux qui ont le monopole de l'intelligence? Réfléchissons rapidement sur ce que nous devons faire pour que nous les amenions à tomber eux-mêmes dans leur propre piège. Nous pouvons retourner le piège et ils tombent dedans. Il est possible de faire partir ce régime par la voie des élections. Et ça pourrait être comme en Gambie, où on a vu un président organiser des élections avec des billes et se retrouver dehors et tenter de revenir alors qu'il a déjà échoué. Ça pourrait être comme le premier tour kényan, où un président dispose de la tricherie et on l'attrape par sa propre par la Cour constitutionnelle dans sa propre tricherie. Il est possible de le surprendre, de le voir échouer, parce qu'il pourrait être candidat, cette hypothèse ne doit pas être écartée, il pourrait se représenter, eh bien, on peut le faire tomber. Et donc, je rappelle justement à l'arrêt de la paresse intellectuelle qui caractérise certains d'entre nous, qui veulent être plus mécaniques plutôt que d'être intellectuels. Il nous faut réfléchir et voir comment le faire tomber lui-même dans le piège qu'il a lui-même tendu. Il est possible de faire tomber le président par les élections et la majorité qu'il aura constituée de la retourner contre lui-même. Puisque je ne vois pas la majorité actuelle telle qu'on fait la police sur elle. Telle qu'on fait la police sur elle, puisque les amis du Parlement savent ce que j'ai dit. Telle qu'on fait la police sur elle, eh bien je ne vois pas cette majorité en train de survivre si Kabila n'est pas au pouvoir comme président de la République. Ils vont se retourner très facilement et devenir la nouvelle majorité qui aura sur le lieu. Nous pourrons perdre au niveau de la députation, mais ces gens, nous pourrons les récupérer si nous gagnons au niveau présidentiel. Mais aussi, nous pouvons monter des stratégies pour ne pas perdre au niveau de la députation nationale et au niveau de la députation provinciale. Le tout est fonction de l'intelligence que nous devons déployer. Professeur Arsène Mouanka, nous vous remercions. Merci.